Bonne année pour ceux que je n'ai pas eu ou salué ou meilleurs vœux pour cette année. Alors aujourd'hui, on va parler de perspective, hein, c'est la période qui veut ça, puisque demain nous présentons nos perspectives à Paris devant, il y aura pas mal de monde. Jeudi, on le fait devant la presse, et donc il m'a semblé intéressant d'en parler aujourd'hui sur la partie macroéconomie. Euh, voilà. Donc on va parler de cette problématique dans la deuxième partie. On va parler des évolutions récentes de l'activité parce qu'il y a des choses intéressantes sur lesquelles on doit s'interroger. Et puis on attendra avec impatience cet après-midi la conférence de presse de François Hollande. C'est quelque chose qui peut être important. Alors on a tous il y a pas mal de fantasmes autour de ça. Fantasmes parce que on se souvient de 83, on se souvient de 96, où un an ou 2 ans après l'arrivée d'un nouveau président, eh bien, après un an ou deux d'atermoiement, eh bien, il y a des changements de politique économique qui sont faits. C'est implicitement ce qu'a évoqué Hollande lors de ses vœux, hein, sur le pacte pas de stabilité, le mot m'échappe, mais le pacte avec les entreprises. Donc c'est cette question-là qui va être intéressante de voir si effectivement on est dans une logique de changement dans le partage de la valeur ajoutée, avec des pressions pour avoir une modération salariale importante, et puis la possibilité pour l'ensemble des entreprises de voir leur marge s'améliorer. Hein. C'est, me semble-t-il, l'objectif, si j'ai bien compris ce qui a été dit au départ, c'est-à-dire faire de la modération salariale, faire de telle sorte que les éléments de croissance qu'on va constater peut-être dans les mois qui viennent alimentent davantage les marges des entreprises que les revenus des ménages, et que ça se traduise assez rapidement par une augmentation de l'investissement. C'est ça l'objectif. Et donc on attend maintenant de voir les moyens, on attend de voir la vitesse à laquelle cela pourra être mis en œuvre. C'est toutes ces questions qui sont posées. Est-ce que et quelle sera la méthode? Parce que on se souvient pour les plus jeunes d'entre nous, on se souvient qu'en 83, le changement avait été très nettement incarné par Delors. Est-ce que qui va incarner, si changement il y a, qui l'incarnera? Est-ce que ce sera François Hollande lui-même? Ça m'étonnerait. Est-ce que ce sera Jean-Marc Ayrault ou quelqu'un d'autre? Là, il y a quelque chose sur lequel il faut s'interroger. Est-ce que ça va être, comme ça a été évoqué au début du mois de janvier, par des méthodes de décret, etc., pour aller assez vite, ou est-ce que on va faire dans la discussion et retarder le moment de la mise en œuvre? Voilà, il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes sur ce qui va être fait, sur comment les choix vont être mis en œuvre, par qui, et puis l'autre question à laquelle on doit forcément répondre est celle du financement de ces opérations. En d'autres termes, si on est dans la modération salariale, si on veut aller assez vite, on peut imaginer des changements dans le mode de financement d'un certain nombre d'éléments. Je pense notamment à la branche famille. Comment ça s'opère? Est-ce que ça s'opère par une augmentation de la CSG? Est-ce que ça s'opère par une augmentation supplémentaire de la TVA? Ou est-ce que ça s'opère par un changement dans le mode dans le modèle social? Et finalement, ce qu'on perd, on le perd, hein, sans qu'il y ait de récupération. Donc là, il y a tout un tas d'interrogations qu'on doit avoir et qui seront importantes. Et qui doit forcément déboucher, me semble-t-il, sur
au-delà de la conjoncture, sur la façon dont l'économie française, voilà, quel cadre on donne à l'économie française, sur le plan économique, sur le plan des équilibres à l'intérieur de l'économie, sur le plan social, comment appréhender cela? Est-ce que le modèle d'avant-crise peut toujours fonctionner? Est-ce qu'on peut revenir sur ce modèle ou pas? Il me semble que sont ces questions sur lesquelles il faut être attentif et sur lesquelles on attend des réponses. Il y a d'autres questions qui seront forcément abordées sur lesquelles j'ai pas forcément d'avis, mais ça c'est une autre question. Voilà. Mais ça me paraît important. Ça peut être un tournant fort, ou si ça n'est pas un tournant, une déception assez marquée, parce que pour moi, l'idée très claire dans laquelle on s'inscrit en France est celle d'un cycle politique assez fort, assez marqué. C'est-à-dire que l'objectif est 2017, et donc dans ce cadre-là, faire des efforts considérables en 2012-2013 était probablement inutile ou pas très efficace, puisque l'ensemble des pays européens étaient en difficulté, hein, que ce soit en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni ou autre. L'ensemble de la zone euro était en difficulté, en phase d'ajustement, avec tout un tas de changements institutionnels, et vouloir faire des efforts spécifiques était compliqué et pas forcément efficace. Là, on est dans une phase, on le verra tout à l'heure, d'amélioration conjoncturelle. Alors la France ne joue pas du tout le rôle de leader dans cette période-là, mais elle peut être entraînée par une reprise plus robuste et plus cohérente que ce qu'on observait ces derniers mois. Et là, l'objectif est de bénéficier de cet élan, de cette dynamique, et de l'accentuer. Et c'est pour ça que les mesures qui seront annoncées cet après-midi peuvent aller dans ce sens-là, d'accentuer le mouvement, et via une orientation plus ciblée sur les entreprises, pour faire de telle sorte que progressivement on ait une dynamique qui s'améliore, une dynamique de l'activité, de l'investissement et à terme de l'emploi. Et l'objectif, me semble-t-il, est de faire de telle sorte qu'en 2016-2017, les perspectives soient relativement fortes pour favoriser une réélection. Voilà, c'est l'idée que j'ai en tête sur la façon dont les choses se déroulent. Et de ce fait-là, il ne me semble pas absurde d'imaginer effectivement une sorte de rupture en termes de politique économique dans la conférence de presse qui sera présentée cet après-midi. Donc voilà, ça c'était le préambule que je voulais faire, qui peut être important pour nous, qui peut être important pour l'ensemble des pays de la zone euro, hein, puisque la France a un poids considérable. Donc si de suiveur la France devient un peu plus active, eh bien, je pense que l'ensemble de la zone euro en bénéficiera. Alors avant cela, on va parler de conjoncture, on va parler de perspective. On va passer assez vite sur les données de conjoncture, hein, parce que en fait, on n'a pas eu toutes les vacances. La semaine dernière, moi, j'étais en voyage aux États-Unis, donc voilà, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, et donc passons rapidement les points clés qui nous semblent importants. Alors celui-là, on le verra tout à l'heure, donc je n'en reparle pas. Sur l'économie américaine, vous avez ici l'indice ISM global en violet, et vous avez en bleu l'évolution du PIB sur 6 mois. On est sur une dynamique entre 2 et 3%, si on suit ce graphique. Voilà, on est dans cette logique-là. Moi, j'ai pas beaucoup d'ambiguïté là-dessus. Ce qui est intéressant et ce qui est important aujourd'hui aux États-Unis, c'est que le risque de rupture, les inquiétudes qu'on avait pu avoir en 2013, notamment sur le plan budgétaire, tous ces éléments se sont éloignés. On a encore eu un accord hier sur le budget
qui fait que 2014 sera financé, on n'aura pas de fermeture de l'État fédéral comme on l'avait eu au mois d'octobre. Donc tous ces éléments sont plutôt rassurants, et c'est ça c'est ce point-là sur lequel on va devoir être attentif en 2014, c'est de savoir quelles sont les sources de rupture, quels sont les facteurs de risque spécifiques. On a vécu en 2011, 12, 13 dans un environnement extrêmement risqué sur lequel les risques étaient très, très clairement perceptibles, hein, que ce soit la crise de la zone euro, que ce soit les changements institutionnels, l'incertitude que cela engendre, tout ça était identifiable. Aujourd'hui, on a le sentiment que la situation est meilleure, mais ce à quoi il va falloir être extrêmement attentif, ben, ce sont toutes les sources d'éventuelles ruptures qui changeraient la donne. Voilà. Et quand on regarde l'économie américaine, aujourd'hui, c'est pas sur cette économie que les risques de rupture nous paraissent les plus importants. Vous avez ici les indicateurs manufacturiers et de services. C'est clairement le secteur manufacturier qui tire l'ensemble. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, mais c'est plutôt intéressant parce que ça génère de la productivité. C'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui quand on regarde la dynamique américaine. Et quand on regarde la dynamique globale, les indicateurs PMI, ISM sur le secteur manufacturier ont tendance à s'améliorer, et c'est une source très, très directe d'amélioration de la productivité et donc de capacité à créer et à distribuer des revenus. Alors, la problématique américaine a eu une sorte de coup d'arrêt la semaine dernière avec ce chiffre de création d'emplois qui est assez faible, hein, 73 000 créations d'emplois au mois de décembre. Alors sur l'année, on est à 182 000 en moyenne, c'est un chiffre équivalent à celui de 2012. Donc on n'a pas eu de rupture, on n'est pas non plus dans une situation dramatique, on n'est pas dans une phase d'accélération forte, hein. On n'est pas dans un environnement qui générerait spontanément des tensions, enfin qui reflèterait des tensions sur l'appareil productif, hein. Juste pour revenir sur ce chiffre, 182 000 ou 183 000, je ne sais plus, 2012 est l'un et 2013 l'autre, mais voilà, on est sur 182, 183 000. Je rappelle que sous les 8 années de Clinton, la moyenne était de 240 000. Donc on est encore loin de cette situation. Alors, la question qui est posée quand on regarde ce chiffre, et c'est la seule question qui vaille, est-ce que cela va modifier le comportement de la Fed? Hein, on sait que la Federal Reserve américaine est très attentive aux questions liées à l'emploi, et elle a conditionné son mode de fonctionnement aux chiffres de l'emploi. Et donc la question est de savoir si effectivement ce mauvais chiffre du mois de décembre est une inquiétude. Est-ce que ça va inciter la Fed à modifier à nouveau sa politique monétaire ou pas? Alors là-dessus, Locker, un des membres du comité de politique monétaire, la présidente de Fed régionale, a très clairement dit les choses hier. On va continuer à un rythme de réduction de 10 milliards par mois au cours des prochaines réunions du comité de politique monétaire de la Fed. Donc le mouvement de réduction des dépenses devrait continuer de façon significative pour que, probablement au mois d'octobre, les achats s'arrêtent de manière très, très directe. Alors, le 73 000, dans ce cadre-là, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un aléa. Vous savez, dans les statistiques, quand vous les regardez, il y a souvent des aléas pour des raisons qui peuvent être liées au climat, pour des raisons diverses et variées. On n'est jamais sur quelque chose de linéaire qui suit exactement le même rythme d'un mois sur l'autre. On peut avoir des périodes comme ça, mais on peut avoir, même dans des périodes plutôt robustes, des chiffres plus fragiles, mais qui n'ont pas forcément de persistance. Et il me semble qu'on est dans cette situation, et donc il n'y a pas de raison d'être
particulièrement inquiet. Alors, effectivement, si le chiffre de janvier reste, lui, très, très faible, ça posera un certain nombre de questions. Ce qu'on observe d'une manière générale, c'est que les chiffres de décembre, que ce soit sur les emplois dans la santé, que ce soit dans les services aux entreprises, sont relativement faibles et un peu anormalement faibles. Donc, pour l'instant, j'ai pas envie d'y voir une alerte excessive et un changement de dynamique cyclique de l'économie américaine. L'autre point à souligner, et donc ça veut dire que la Fed va continuer son mode de fonctionnement de réduction des achats d'actifs. Hein, elle a commencé au mois de décembre. J'avais fait plusieurs papiers là-dessus sur le blog. On avait discuté ici. L'objectif très clair, la situation très claire est de dire globalement l'environnement est un peu meilleur et on prend cet engagement de réduire les achats d'actifs. L'objectif très, très clair et l'objectif important est de savoir comment la Fed, et c'est ça l'enjeu majeur, comment la Fed va réussir à maintenir des taux d'intérêt très bas encore très longtemps. C'est pour ça quand on regarde les engagements, enfin les minutes de la Fed de la semaine dernière, on est dans quelque chose où la Fed nous dit très clairement on veut être absolument certain que les risques sur l'économie seront réduits au maximum avant de changer de stratégie. C'est un des points majeurs, notamment liés à une inflation très faible. La Fed veut s'assurer que, effectivement, elle n'agira pas trop vite. Pour l'instant, son influence sur les marchés de taux est assez forte. Hein. Ça fonctionne plutôt bien. On n'est pas du tout dans le comportement qu'on avait pu observer au mois de juin, hein, quand Bernanke était intervenu. Les taux futurs sur les Fed Funds avaient progressé très vite. On n'est pas dans cette configuration-là aujourd'hui. On est dans quelque chose d'assez normal. Alors on voit les taux 2, 3, 4 ans progresser, mais ça veut dire que d'ici 2, 3, 4 ans, les investisseurs considèrent qu'effectivement il se passera des choses sur le plan de la Fed et on peut l'espérer. Ça voudra dire que la situation se normalise, mais pour l'instant, sur les taux, les Fed Funds futurs, on le verra tout à l'heure, on reste sur des niveaux qui sont relativement bas et c'est ça qui est important. Alors, l'autre point à souligner, c'est ce niveau très, très bas du taux d'activité. Hein. On met taux de participation, mais en français c'est taux d'activité, et qui explique la baisse du taux de chômage de 7 à 6,7%, hein, puisque le taux d'activité, alors que le taux d'emploi lui est stable, hein, le nombre d'emplois sur la population de plus de 16 ans est relativement stable depuis 2009, on a un taux de participation qui continue de baisser, et qui a continué de baisser au mois de décembre. Eh bien, comme le taux de participation, c'est l'emploi plus les gens qui sont inscrits effectivement au chômage sur la population de plus de 16 ans, eh bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui sortent du marché du travail et qui étaient chômeurs, qui sortent du marché du travail. Ça fait baisser le taux de chômage, mais comme le taux d'emploi n'augmente pas, on n'est pas encore dans une situation très envieuse et très favorable sur le marché de l'emploi. Et si on voulait regarder un indicateur, hein, le temps partiel pour des raisons économiques, c'est tout le temps partiel non choisi. Et on voit bien qu'on reste à des niveaux extrêmement élevés. Hein, ça fait 8 millions de personnes. C'est loin d'être négligeable sur l'économie américaine. Alors, un des points sur lesquels on est attentif, c'est l'évolution des commandes de biens d'équipement. On avait eu une fragilité, on avait regardé l'évolution de l'investissement. Voilà, ça bouge un petit peu. On n'en tirera pas plus de conclusions, mais c'est un des enjeux aussi, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. L'enjeu sur 2014, c'est l'investissement pour générer des gains de productivité qui seront seuls susceptibles d'inciter à créer des emplois et à distribuer des revenus. Donc, cette situation, on est très, très attentif à ce qui se passe aux États-Unis et en Europe sur ces questions, parce que c'est la clé de la conjoncture 2014. Si on n'a pas d'amélioration de l'investissement,
eh bien, on n'aura pas de gain de productivité potentiel à venir, et pas de gain de productivité, ça veut dire pas de surplus dégagé, et donc un surplus qui permettrait soit de financer des emplois, soit de distribuer des revenus. Donc c'est en cela que 2014 est extrêmement important, et l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure sur la France avec François Hollande est de ce point de vue-là est majeur, effectivement, pour aller dans ce sens-là. Sur la Chine, juste un mot sur l'économie chinoise. Ça fait plusieurs mois qu'on est sur un rythme voisin de 7,5% de croissance. On ne change pas. Alors on regarde les indicateurs, le PMI, les exports, l'investissement, etc. On est toujours dans des eaux assez similaires. Pour l'instant, c'est ça qu'il faut retenir de l'économie chinoise. On n'est pas dans une situation d'accélération ou d'inflexion majeure de cette économie. Toutes les données qu'on observe, qu'on a observées en 2013 et qu'on anticipe pour 2014, sont des données de croissance modérée sur l'économie chinoise. Et on voit bien l'indicateur PMI qui est présenté ici. On est dans une logique de croissance modérée. On voit ça, on regarde l'évolution des exportations lissées sur 3 mois. Voilà, on est sur des chiffres qui sont modestes, on n'a pas d'impulsion très forte. L'économie est en train de s'ajuster progressivement, de changer de référence. On ne va pas revenir sur l'ensemble de ces questions. Le point majeur, néanmoins, sur lequel il faut être attentif quand on regarde l'économie chinoise, c'est la façon dont la Banque centrale essaye de gérer le shadow banking. Je vous rappelle, depuis 2009, on a un shadow banking, c'est-à-dire un financement de l'économie en dehors du secteur bancaire, mais en dehors des marchés financiers aussi, qui s'est développé de façon très importante. La relance et le financement de cette relance s'est fait un peu en dehors des circuits officiels. Ces circuits sont aujourd'hui très importants en volume, et la Banque centrale de Chine est un peu embêtée parce que son souhait est de gérer au mieux et de contrôler au mieux l'évolution des agrégats de crédit, par exemple. Et le shadow banking est une contrainte pour elle. Alors, au mois de juin dernier, elle avait eu la tentation d'éradiquer très rapidement cette situation, de faire de telle sorte que le shadow banking soit intégré très vite à l'ensemble de l'économie chinoise et du système bancaire. Mais on a vu à ce moment-là que ça crée immédiatement des tensions sur les liquidités, sur le marché monétaire, et on se souvient que le Shibor, le Libor de Shanghai, avait progressé très vivement et avait incité la Banque centrale à revenir sur des normes de liquidité un petit peu plus larges et éviter de prendre de front le secteur bancaire, le shadow banking. Il y a une note qui a été publiée la semaine dernière sur ces questions en Chine, qui montre que... parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que M. Xi, le président chinois, veut, dans le cadre du rééquilibrage de l'économie chinoise, mettre en ordre le système financier et donc souhaite effectivement réduire le shadow banking. Et donc la Banque centrale a pris la mesure de cette volonté, non pas en éradiquant le shadow banking spontanément, comme elle voulait le faire au printemps dernier, mais en s'en accommodant et avec l'objectif de le faire disparaître progressivement, sans prendre le risque d'une rupture qui serait franchement dommageable pour l'économie chinoise. C'est un changement radical, mais c'est un changement important parce que l'économie chinoise est en phase d'ouverture. Hein, les résultats, les conclusions du plénum du mois de novembre allaient dans ce sens-là, novembre ou décembre, novembre,
aller dans ce sens-là, d'une économie qui est un petit peu plus sensible aux questions liées au marché, qui est un petit peu plus sensible à son ouverture à l'international. Et dans ce cadre-là, si M. Xi ou la Banque centrale génère des perturbations, des aléas qui soient pénalisants pour l'économie chinoise, cette ouverture financière au monde se fera beaucoup moins facilement et pourrait être périlleuse. Et donc, l'objectif est de lisser les choses pour que, effectivement, le yuan devienne progressivement une monnaie internationale et que les marchés financiers chinois puissent s'ouvrir sans qu'il y ait une incertitude trop importante. C'est ça l'enjeu aujourd'hui et la raison pour laquelle la Banque centrale essaie d'être le plus accommodant, mais le plus ferme malgré tout vis-à-vis du shadow banking. Voilà, c'est ce point-là qu'il faut retenir aujourd'hui sur l'économie chinoise. Et on voit sur le graphe ici qu'on ne cherchera pas des impulsions très fortes du commerce mondial pour doper l'économie chinoise. Ici, vous avez l'évolution des prix, il n'y a pas d'inflation. Les prix de production sont négatifs depuis 2012. Les prix à la conso sont à 2,5 au mois de décembre, donc sur des chiffres qui sont extrêmement faibles et on ne voit pas de tension particulière. On a même, certains soulignent même un risque de déflation sur l'économie chinoise parce qu'il y a des pressions qui s'observent sur les salaires en ce moment. Passons rapidement sur l'économie de la zone euro avec les indicateurs qui ont été publiés la semaine dernière sur l'évolution de l'activité synthétique. Ici, vous avez l'indicateur pour l'ensemble de l'économie de la zone euro, issu des enquêtes PMI Market. C'est un indicateur synthétique qui reprend l'indicateur synthétique du secteur manufacturier et l'indicateur synthétique du secteur des services. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on regarde habituellement, mais moi c'est ce que je regarde systématiquement, mais c'est pas nécessairement ce qui est indiqué dans la presse. Mais on a un indicateur qui est assez pertinent et qui montre une économie qui progresse modérément, mais qui est sortie de cette longue période de récession, et c'est ça qui nous importe. Ici, vous avez l'évolution de l'emploi. Il y a juste des indicateurs, des légendes ici qui ne sont pas bonnes. C'est l'évolution de l'emploi. On a des indicateurs intéressants quand on regarde l'indice synthétique. Le marché du travail a tendance à se stabiliser quand on regarde les enquêtes qui sont menées. Et ça, c'est intéressant à avoir en tête. Ici, vous avez les enquêtes du secteur manufacturier. Et on a quand même un mouvement haussier. Alors, la France est là. Je voudrais revenir un instant sur cet indicateur. Tout le monde s'est offusqué, tout le monde a regardé cet indicateur. Dans le même temps, alors c'est un indicateur qui est en évolution inverse à ce qu'on observe sur l'ensemble de la zone euro. On le voit très clairement sur le graphe ici. C'est moins bien que la Grèce, etc. Dans le même temps, quand on regarde l'enquête de l'INSEE auprès de l'industrie française, l'indicateur est revenu sur sa moyenne de long terme. Donc, attention, aujourd'hui on est sur des signaux entre la France, au sein de la France en fonction des enquêtes, qui ne sont pas systématiquement cohérents. Souvent les indicateurs sont cohérents. Là, ça manque de cohérence sur le secteur manufacturier bien précisément. Et donc là, il va falloir être attentif aux évolutions parce qu'on a un écart qui est significatif et sur lequel il y a forcément des sources d'interprétation et des risques d'interprétation excessives et pas forcément les plus pertinentes. Voilà, donc attention, les chiffres français sont pas très bons d'une manière générale, mais est-ce qu'on est dans cette phase de rupture ou est-ce qu'on est plutôt dans une phase d'amélioration? Est-ce qu'on est plutôt dans le cadre PMI ou Market ou est-ce qu'on est dans le cadre de l'INSEE? Pour l'instant, on s'interroge. La Banque de France est, elle, toujours sur la situation d'une amélioration significative de l'activité au quatrième trimestre, puisqu'elle est sur une croissance de 0,5%.
Donc on va regarder tout ça, mais il y a effectivement, par rapport à l'ensemble des pays de la zone euro, une incertitude un peu particulière sur l'économie française, qui est un peu à rebours de ce qu'on observe par ailleurs. Mais on constate, et c'est ce qu'on voit ici, les chiffres de production industrielle au mois de novembre ont eu plutôt tendance à s'accélérer. Hein, c'est ce qu'on voit en Allemagne, c'est ce qu'on voit sur la zone euro, sur la France, sur l'Espagne même. Donc on a quelque chose qui est un petit peu meilleur et qui pour la France n'est pas forcément cohérent avec ce qu'on observait dans le graphique précédent. Un point quand même à souligner, on avait déjà évoqué cette question, mais on a eu les chiffres du mois de novembre, et vous avez ici en bleu l'évolution de la consommation des ménages via les ventes de détail, et on voit une accélération très significative de cet indicateur, et vous avez en violet l'évolution de la contribution de la consommation à la croissance du PIB. On a une dynamique interne qui est un petit peu plus forte. Alors c'est pas spectaculaire, on n'est pas sur des contributions de l'ordre de 1 ou 1,5%. On est sur des contributions 0+. Mais par rapport à ce qu'on a connu ces derniers mois, c'est plutôt encourageant. Taux de chômage qui reste à 12,1%. Il n'y a pas beaucoup de changements ici sur les indicateurs. Ça reste très, très difficile. L'inflation qui baisse, hein, 0,8%, 0,7% pour l'indicateur corps, des contributions qui tendent à ralentir, hein, que ce soit sur les services, le pétrole reste à zéro, les biens baissent de façon significative. Donc voilà, on est dans un système où il n'y a pas de tension. C'est un point d'ailleurs sur lequel on doit être extrêmement attentif en Europe. Mario Draghi l'a évoqué la semaine dernière dans sa conférence de presse. C'est l'élément qui pourrait inciter la Banque Centrale Européenne à changer à accentuer les mesures de soutien si effectivement on rentrait dans une phase de récession, de déflation. Ce n'est pas encore le cas, même s'il y a des incertitudes, hein, puisqu'une inflation à 0,8, c'est très faible, il y a forcément des marges d'interprétation, il y a des marges statistiques, et on est sur des zones qui sont dans lesquelles on ne peut pas exclure qu'il y ait un risque de déflation. Donc voilà, c'est ce point-là que je voulais souligner. Le point, on en reparlera tout à l'heure, mais la question est-ce qu'il y a un risque de voir l'inflation s'accélérer progressivement? Non. Non, pour une raison simple, c'est que au sein de la zone euro, chacun essaye d'être le plus compétitif possible, donc pèse sur les salaires, et en fait il y a deux mécanismes qui jouent. Il y a un premier mécanisme qui est celui des négociations salariales et qu'on voit très, très clairement en France. Quand vous êtes en négociation salariale, vous projetez le taux d'inflation de l'année qui s'ouvre et vous négociez à partir de ça. Vous prenez ça comme référence et vous négociez à partir de cela. Et donc, comme l'inflation est très faible, a été très faible en 2013, qu'on ne voit pas spontanément des tensions particulières sur l'inflation à venir, eh bien, on va avoir des projections d'inflation sur 2014 faibles un peu partout, et donc des indexations salariales qui vont être très, très limitées. Donc ça, c'est un point sur lequel on doit être extrêmement attentif. Cette situation va se traduire par des ajustements, des évolutions d'inflation qui vont rester très faibles dans la durée. On ne voit pas de source aujourd'hui d'accélération particulière en interne via l'évolution des coûts salariaux. Donc ça, c'est quelque chose auquel on doit être très attentif, d'autant plus que chacun cherche à gagner de la compétitivité et tire les coûts vers le bas. La modération salariale française dont je parlais tout à l'heure va exactement dans ce sens-là. L'autre point qu'on doit souligner, qu'on doit avoir en tête quand on regarde l'inflation en zone euro ou aux États-Unis ou un peu partout, c'est que la composante matière première va peser négativement probablement en 2014. La production de pétrole est extrêmement forte, notamment dans les pays non OPEP, et donc on a probablement un excès d'offres
qui va peser sur les prix. Alors la question, à cette problématique, l'Arabie Saoudite doit probablement ajuster sa production. Il n'empêche qu'on aura certainement un prix du pétrole un peu plus faible que les 100-110 qu'on a eu tout au long de l'année 2013, et que ce facteur jouera plutôt à la baisse de l'inflation. Donc on n'est pas dans une phase d'inflation à venir très, très rapide, qu'on soit en Europe ou aux États-Unis, et avec une interrogation quand même associée à cela, c'est comment les banques centrales doivent réagir par rapport à cela, parce que leur objectif, que ce soit à la Fed ou à la BCE, c'est d'avoir 2% d'inflation. On en est loin, que ce soit l'un ou l'autre, et cette question est assez préoccupante, parce qu'une inflation très faible ou une situation proche de la déflation est toujours préoccupant. On peut toujours dire que le consommateur va y gagner, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que il y a, vous savez, dans les processus de dépenses et de dynamique, il y a souvent on parle d'illusion nominale, c'est-à-dire que si mon salaire augmente de 2%, même si mon pouvoir d'achat n'augmente pas, parce que l'inflation est à 2%, j'ai l'impression d'être plus riche. Si l'inflation est à 0 et que mon salaire ne bouge pas, eh bien j'ai l'impression que ma situation a tendance à se dégrader, et c'est encore pire si les revenus baissent, même s'il y a maintien de pouvoir d'achat. Hein, donc c'est cette problématique-là à laquelle on est confronté aujourd'hui et à laquelle il faut être attentif. Alors la bonne nouvelle vient des commandes de biens d'équipement en Allemagne, des commandes à l'industrie, pardon. On est toujours sur quelque chose d'assez positif, et quand on a ici une allure qui ressemble beaucoup à celle des biens d'équipement, j'ai pris l'ensemble des commandes à l'industrie, pas celle des biens d'équipement, mais si on regarde, si on a la même allure sur les biens d'équipement, ce que j'évoquais à l'instant, eh bien c'est quelque chose qui est extrêmement favorable à l'investissement, parce qu'il y a une cohérence entre ces commandes à l'investissement, ces commandes de biens d'équipement et l'évolution de l'investissement global des pays de l'OCDE. Donc là, on a quelque chose qui perdure et qui traduit probablement une envie d'investir un peu plus forte, et c'est un aspect sur lequel on doit être extrêmement attentif, puisque c'est, à mon sens, la clé de 2014 en termes de conjoncture. Si on regarde l'économie française, ça c'est le décrochage que j'évoquais tout à l'heure sur l'enquête, là c'est l'ensemble de l'économie, mais on a une interrogation. Globalement, l'indicateur de l'INSEE sur le même type d'activité est plus rassurant, mais ça traduit bien l'interrogation aussi qu'il y a sur l'économie française, et à laquelle on doit être attentif, avec des ajustements assez forts sur l'emploi. On avait quelque chose qui était a priori très favorable sur l'emploi et qui depuis le mois de novembre s'ajuste très brutalement. Là il y a une interrogation à avoir. La confiance des ménages reste très faible, l'inflation française qu'on a eue ce matin est très faible aussi, hein. Vous avez ici l'évolution de l'inflation et l'inflation sous-jacente, on est sur des niveaux qui sont extrêmement faibles, 0,07 et un peu moins pour l'inflation sous-jacente, 0,6. Donc on n'est pas sur des situations extrêmement tendues. Et ici, j'ai fait la décomposition entre la contribution hors énergie et la contribution d'énergie. Donc la contribution d'énergie est à 0, c'est souvent ça qui donne le tempo, le rythme de l'inflation. La contribution est à 0 et elle va rester proche de 0, voire légèrement négative, si effectivement les effets d'excès d'offres jouent à la baisse du prix du pétrole. Et puis on voit que la contribution hors énergie est extrêmement faible par rapport à l'historique qu'on peut en avoir. Donc on est dans cette période d'ajustement que j'évoquais tout à l'heure, et à laquelle il faut être très très attentif, parce que voilà, on est sur une faible inflation et avec les effets d'illusion nominale qui peuvent être préoccupants. Là, j'ai fait la contribution globale, on va pas s'arrêter là. Alors voilà, perspective. Voilà, les éléments majeurs, c'est ça. C'est une économie mondiale qui est en reprise synchronisée, sous l'impulsion principalement des États-Unis, mais l'Europe va mieux, et les pays émergents sont dans une phase plus incertaine, mais globalement, quand on regarde les enquêtes PMI,
l'enquête PMI pour les émergents est plutôt orientée à la hausse. On est au-dessus de 50 très largement. Il y a sur les pays BRIC un certain nombre de questions, mais les pays BRIC ne sont pas les émergents. Le Brésil, l'Inde, il y a de vraies questions qui sont posées, mais l'ensemble des pays émergents va plutôt mieux, même si pour chacun d'entre eux, et c'est ça la difficulté, et ça va être l'enjeu majeur de 2014, est de savoir quelle sera effectivement la stratégie qui sera mise en œuvre pour chacun des pays pour retrouver de la croissance, une croissance plus ferme, plus autonome. Je rappelle, c'est juste un point ici, c'est que l'ensemble des émergents s'est trouvé tiré vers le haut par l'économie chinoise. Et là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté du tout, qu'on soit au Brésil, où là l'impact a été direct, ou en Inde, où l'impact a été plus indirect, ou dans d'autres pays. Il y a eu une dimension, un impact, une contribution de la Chine qui a été essentielle. Cette contribution est aujourd'hui plus faible. On le voyait tout à l'heure dans l'évolution des importations chinoises, on le voit dans les chiffres de croissance chinoise. On est sur des impulsions qui sont plus réduites. Et donc chacun de ces pays qui a pris goût à une croissance forte, créatrice d'emplois, qui distribue des revenus, eh bien tous ces pays aujourd'hui cherchent la façon dont ils vont pouvoir s'orienter pour retrouver de la croissance. Alors, ce qui a été majeur dans ce changement, c'est les propos de Bernanke que j'évoquais tout à l'heure au printemps dernier, puisque à partir de ce moment-là, les flux de capitaux se sont inversés et sont sortis des émergents et sont venus aux États-Unis. Et cette situation a mis en lumière les déséquilibres qu'il pouvait y avoir, notamment sur les comptes courants d'un certain nombre de ces pays émergents. Et c'est cette problématique à laquelle il faut être attentif aujourd'hui, parce que chacun de ces pays va devoir définir sa propre stratégie de croissance pour retrouver un peu plus d'autonomie, sans pouvoir compter très fortement sur l'impulsion chinoise, sans pouvoir compter forcément sur les grands clients de ces économies qui sont l'Europe et les États-Unis. Donc il y a une phase extrêmement intéressante et qui traduit aujourd'hui le fait que l'économie mondiale est davantage tirée par les pays développés que par les émergents. C'est pas ce qu'on avait vu depuis une dizaine d'années. Peu de risque d'inflation, on l'a évoqué il y a quelques minutes. La volonté des autorités monétaires de maintenir les taux d'intérêt très bas, de maintenir des politiques monétaires très accommodantes. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté, y compris à la Fed. L'objectif très clair est de consolider la croissance, faire de telle sorte que la situation prenne de l'ampleur et finalement incite dans 1 an, dans 2 ans, les banques centrales à être plus restrictives dans leur politique monétaire. Mais ce n'est pas encore le cas et il n'y a pas de raison aujourd'hui de durcir le ton en matière de politique monétaire parce que les marges de manœuvre pour retrouver une croissance un peu plus forte sont extrêmement importantes encore aujourd'hui. On est loin des chiffres qui pourraient être rassurants sur l'évolution à terme de l'économie américaine, européenne, etc. Et donc la Banque centrale va rester accommodante tant qu'on reste dans cette logique-là. Puis le dernier point, c'est la réduction du risque global. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On le verra tout à l'heure à travers un indice, mais globalement, c'est l'idée que la réduction on a eu ces 2-3 dernières années, même depuis 2008, toute une série d'inquiétudes, de ruptures, d'incertitudes qui ont fait que les acteurs de l'économie étaient peu rassurés par leur environnement. Et on voit bien la problématique. On peut prendre un exemple très simple. Si je sens que j'ai une inquiétude sur mon emploi, je changerai ma machine à laver l'année prochaine plutôt que maintenant. En revanche, si je perçois ma situation comme finalement assez peu risquée, je changerai peut-être de machine à laver tout de suite.
la réduction du risque global, c'est ça, c'est la capacité à éloigner son horizon économique et à s'inscrire dans cet horizon économique. C'est très clairement ce qu'on est en train de percevoir. Et le contributeur majeur à cette réduction du risque global, c'est la zone euro. Depuis l'été 2011, le printemps 2011, l'économie de la zone euro a été une source de frein, d'inquiétude sur l'ensemble de l'économie mondiale. Ça n'est plus le cas. Alors, on n'est pas encore dans une contribution très robuste, mais on n'est plus en phase de rupture. Et il semblerait, et c'est ça qui est important, que les Européens aient bien pris conscience du risque dans lequel ils s'inscrivaient à la fois pour eux et pour l'économie mondiale. Et qu'il est plus intéressant de trouver des solutions coopératives. C'est ce qui s'opère, c'est ce qui se met en place sur toutes les nouvelles institutions qui sont créées. On a souvent parlé du MES, etc., mais même sur l'union bancaire, même si ça prend du temps, eh bien on voit que chacun trouve un intérêt à faire de telle sorte qu'on adopte plutôt des comportements coopératifs que des comportements d'affrontement. Ça, c'est quelque chose qui a été important et alors qui n'est pas uniforme. Hein. Je parlais tout à l'heure de situations où les pays européens essaient d'être les plus compétitifs les uns par rapport aux autres en jouant sur les salaires. Donc on a cette incertitude-là, mais sur la pérennité de la zone euro notamment, tous ces éléments ont été, tous les risques associés à cela ont été réduits. Et c'est ça qui est important. Alors si on veut regarder l'activité, voilà, court terme, ce graphique qui était en tout début de présentation tout à l'heure, mais que je préfère regarder ici, montre les indicateurs PMI, ISM au sein de l'économie mondiale. J'ai pas mis ici l'indicateur émergent parce que le chiffre du mois de décembre, au moment où j'ai fait ce graphe, n'était pas publié, mais on voit bien, j'ai mis la ligne jaune, le dessin, j'ai dessiné une ligne jaune pour bien voir le changement de tendance, situation très robuste en 2009-2010, une situation très proche de 50, de 2011 à 2013, et puis depuis le printemps 2013, une amélioration significative. C'est ça qu'il convient de souligner et le point sur lequel il faut être attentif. Ici, vous avez l'évolution des risques, du risque global que j'évoquais tout à l'heure. Alors, c'est un indicateur qui est construit par Nicolas Bloom, ici noté, avec son site, avec un site uncertainty.com, qui calcule ces indicateurs. Alors, une mesure, il y a plusieurs composantes qui sont prises en compte pour construire cet indicateur, mais une mesure, c'est par exemple le nombre de fois que dans la presse, dans la grande presse internationale, on voit le mot crise, ou on voit le mot récession, etc. On a souvent vu, il y a eu des travaux qui ont été faits et qui montrent bien que tant qu'on en parle beaucoup, on est dans une phase incertaine, donc ça a été pris en compte, et vous voyez que les chiffres de fin d'année, ici, voilà, sont très proches de la moyenne qui est à 100, hein, donc on a une réduction d'incertitude, et ce qui est intéressant, et ce sur quoi il va falloir être attentif, c'est quelles sont les ruptures qu'on peut envisager au cours des prochains mois, et tout le monde a essayé de réduire ces risques de rupture, c'est ça qui est important. Et donc, si effectivement on n'a plus ce risque global, eh bien, on pourra chacun d'entre nous, en tant que consommateur, en tant qu'investisseur, en tant qu'entreprise, éloigner notre horizon économique, et c'est dans ce cadre-là qu'on a plutôt tendance à prendre davantage de risques. Et on entre peut-être dans cette période, et c'est ça qui est intéressant. Alors, les raisons d'une reprise, moins d'hétérogénéité, je parlais de la zone euro, on peut parler du Japon, même si il y a toujours des interrogations assez marquées sur l'économie japonaise. Est-ce que la hausse de TVA du 1er avril va être
franchement perturbante et pénalisante pour l'économie japonaise, pour le consommateur? Pardon. Est-ce que les réformes structurelles vont effectivement être mises en œuvre pour permettre d'avoir une croissance tendancielle à 2%? Encore beaucoup d'interrogations sur l'économie japonaise. Les politiques monétaires sont moins restrictives. On l'a vu avec l'accord bipartisan aux États-Unis où les dépenses seront toujours contraintes, mais il va être dépensé 63 milliards de plus en 2014-2015. Donc on est dans une logique un petit peu différente. Les Européens qui voulaient à tout prix réduire leur déficit public à une vitesse excessive, aujourd'hui sont plus dans la mesure. Elles disent effectivement il faut réduire les déficits publics, il faut gérer les finances publiques, mais on n'est pas obligé d'aller aussi vite que ce qu'on a fait par le passé, ce qui fait que la contrainte, la façon dont la politique budgétaire va peser sur l'activité sera beaucoup plus faible. Des politiques monétaires toujours très accommodantes, là-dessus on n'a pas d'ambiguïté. À la fin 2014, les taux des banques centrales seront les taux qu'on voit aujourd'hui sur ces banques centrales. Prix des matières premières stables ou en recul, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, notamment sur le pétrole. Et puis une reprise de l'endettement aux États-Unis. Alors je voudrais m'arrêter juste un instant ici parce que c'est un élément intéressant. Quand on regarde l'économie un peu partout, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en France, sont des économies sur lesquelles la demande interne est assez réduite. La dynamique, le momentum de la demande interne est assez faible, et parfois c'est carrément incompréhensible. C'est le cas de l'Espagne, de l'Irlande, parce que tout le monde s'ajuste très, très violemment. Et donc on est dans une situation difficile à gérer. Alors les Espagnols, par exemple, se disent pour réordonner cette demande interne, eh bien, il faut trouver une impulsion externe qui soit indépendante de la situation initiale, et pour cela, faisons des efforts en termes de compétitivité, d'où les pressions à la baisse très forte sur les prix, sur les salaires en Espagne, et avec l'objectif de créer une impulsion sur l'économie via des exportations mieux orientées. Et donc on voit bien la logique, hein, on crée une dynamique d'activité et puis la demande interne se cale progressivement sur cette situation. Aux États-Unis, en Angleterre, le mode d'ajustement n'a pas été le même et on voit aux États-Unis et en Grande-Bretagne l'endettement des ménages repartir à la hausse de manière très significative, notamment sur les crédits à la consommation, aux États-Unis particulièrement, et ce phénomène est l'impulsion qui permet à l'économie, à la demande interne de redémarrer. Ça reste néanmoins une situation un peu dangereuse, compte tenu malgré tout des niveaux de dette observés. Alors ici juste un élément sur le prix des matières premières, qui est plutôt orienté à la baisse. La demande chinoise n'est pas très forte, et puis les prix du pétrole qui sont stables depuis 2011, mais compte tenu de l'offre excessive, on devrait plutôt tendre vers les 100, voire un peu en dessous. Et ça, tous ces éléments n'alimenteront pas, bien sûr, l'inflation. Et puis ici, vous avez l'évolution de la dette des ménages américains en variation sur un an, et on voit qu'on était généralement aux alentours de 10%, qu'au moment des récessions, l'endettement baissait et puis repartait à la hausse. Ici, c'est 82, 83, ici 74, premier choc pétrolier. Donc on a eu ici, là aussi, une baisse significative. Pour la première fois dans cette crise, la variation de la dette a été négative, au moins depuis 52, et puis on constate qu'au troisième trimestre, le chiffre est positif. L'objectif, c'est, on relâche la contrainte sur le crédit pour que la situation s'améliore dans la durée sur le plan de la demande interne. En Europe, il est difficile de faire cela, puisque le secteur financier est parfois encore fragile, en Espagne, en Italie notamment, et donc il est préférable de ne pas voir l'économie, les ménages se réendetter. Donc on n'est pas tout à fait dans la même logique. Ce qui est intéressant quand on regarde cette situation aux États-Unis, c'est que sur toute cette période, quand les ménages se sont désendettés,
Ici, on le voit bien, l'État a pris le relais. L'État, plutôt que de durcir sa politique budgétaire en disant il faut que je sois rigoureux, a lâché du lest sur la dette, s'est endetté sur la même période. En d'autres termes, l'endettement des ménages, le désendettement des ménages a été compensé par l'endettement de l'État fédéral, avec pour objectif de réduire le risque sur la demande globale. On n'est pas sur quelque chose de très fort, mais on n'est pas passé négatif sur la demande interne américaine. Et donc la dette s'est développée aux États-Unis, la politique budgétaire, les déficits publics ont été relativement peu été contraints, ça s'est traduit par une dette qui a augmenté et qui, in fine, est rachetée par la Fed. Donc on voit bien la logique, les ménages se désendettent, l'État fédéral s'endette pour compenser, et cette dette supplémentaire de l'État fédéral est prise en charge par la Fed. Mais on voit bien aussi que si effectivement les ménages commencent à se réendetter, eh bien l'équilibre financier va changer de nature aux États-Unis et dans le reste du monde. Et on comprend bien dans ce cadre-là les raisons du QE ou de la fin du QE progressif aux États-Unis. Alors quels sont les risques? Très rapidement, les risques, c'est une croissance insuffisante en Europe. On a 1% de croissance, on attend 1% de croissance. Ça veut dire qu'on ne crée pas d'emplois, même si le marché de l'emploi se stabilise, comme on le voyait tout à l'heure dans l'enquête, on ne crée pas beaucoup d'emplois. Et ça peut être source, et c'est un des points d'inquiétude, d'interrogation sur 2014, ça peut être une source d'incertitude politique, d'incertitude sociale, et ça c'est quelque chose auquel on devra être forcément attentif, et donc voilà, c'est une des problématiques très fortes. Et puis derrière, parce que derrière, si on n'arrive pas effectivement à créer davantage d'emplois, si on n'a pas de tension sur les salaires, eh bien se posera forcément la question de la pérennité du modèle social. C'est une question que j'abordais tout à l'heure, mais qui est une question qui, à mon sens, est extrêmement pertinente. Et voilà, c'est cette problématique-là à laquelle on sera attentif en Europe. L'autre point, c'est les forward guidance. Est-ce que les banques centrales, et notamment la Fed aux États-Unis, sera capable de mettre en place une politique monétaire très stable dans le temps? Ça va être une vraie question. Pour l'instant, c'est le cas, mais ça va être une question majeure. Et puis l'autre point, si effectivement on a des taux à 2, 3, 4 ans ou 5 ans aux États-Unis qui progressent parce que chacun s'attend à ce que effectivement l'économie soit suive une meilleure trajectoire d'ici 2-3 ans, un peu plus robuste, un peu plus créatrice d'emplois, etc. Et c'est ce qui traduit, ce qui reflète cette hausse des taux à 2, 3, 4, 5 ans, chacun anticipant qu'à ce moment-là, il se passera des choses sur le plan de la politique monétaire. Mais pour l'instant, ce sont des taux anticipés, et la question qui est importante pour nous en Europe est de voir quelle sera la contagion de cette situation vers l'Europe. On n'a pas les moyens en Europe d'avoir des taux d'intérêt plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Donc il sera extrêmement important pour la BCE de gérer cette situation et éviter qu'il y ait une contagion excessive. Donc là-dessus, on devra avoir des objectifs, des préconisations assez fortes de la BCE. Et puis l'autre risque, celui de la déflation qu'on évoquait tout à l'heure. Si on est en déflation, le maintien de mon pouvoir d'achat se traduit par une baisse de mon salaire nominal, ce qui est toujours très, très ambigu et très, très compliqué à gérer, parce que généralement ça se traduit par une demande un petit peu moins forte. Donc là-dessus, il y a une première interrogation, et puis la deuxième interrogation est celle qui porte plutôt sur des pays tels l'Espagne ou l'Irlande, où eh bien, si effectivement on rentre en déflation, les problématiques de dette des ménages, des dettes qui sont toujours très importantes, vont ressurgir et générer du côté des ménages des situations assez inconfortables, parce que votre dette a tendance à se revaloriser si vous êtes en période de déflation. La valeur réelle hors inflation s'accroît avec la déflation, et par contre, dans le même temps, vos salaires diminuent parce qu'on est en déflation. Et donc, la gestion de ces deux questions
va être extrêmement difficile en Espagne, en Irlande. C'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'on ne rentre pas dans un cycle de déflation ni dans l'un ni dans l'autre pays. On n'en est pas loin, mais c'est important qu'on n'y aille pas. Voilà. Dernier point sur les forward guidance, hein, c'est un graphe que j'ai fait au 3 janvier, alors c'est un petit peu éloigné, mais vous avez ici le taux des Fed Funds, le taux effectif, vous avez en vert la courbe des taux futurs jusqu'à fin 2015, qui étaient des Fed Funds futurs qui étaient attendus jusqu'à fin 2015. Vous avez ici les taux attendus au 16 septembre, c'est-à-dire juste avant que Bernanke dise non, finalement on ne fait pas. Mais on voit qu'on avait une tension extrêmement rapide et que les marchés imaginaient une hausse des taux à partir de l'été 2014. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, c'est la courbe rouge, celle du 3 décembre. On est sur une période de remontée des taux qui est assez éloignée, pas très différente de celle qu'on observait avant les annonces faites par Bernanke. Donc là-dessus, on a une situation qui se tient plutôt bien et sur laquelle les forward guidance, sur cette capacité de l'État, de la Fed à infléchir les taux d'intérêt ou à ne pas permettre un emballement des taux d'intérêt, ça marche plutôt bien. Et puis l'autre point que je voulais souligner sur la déflation en Europe, sur le risque de déflation, eh bien on voit que jusqu'à l'Italie, la France, si on prend en compte les chiffres de ce matin, j'ai vu que l'Italie était sortie, mais je n'ai pas regardé dans le détail. Alors on est tous ici dans une phase où il y a un risque de déflation non négligeable. Donc soyons attentifs à cette question. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Alors, ça c'est les risques que j'évoquais. Sur les émergents, le rôle joué, mais ça j'ai évoqué davantage par les pays développés. Le risque sur la Chine, maîtriser le shadow banking sector, et puis la situation des pays émergents, où il faut pour chacun trouver sa propre stratégie de croissance. C'est nouveau, mais ça permettra dans le futur de ne plus parler des émergents, mais de certaines zones géographiques plus précises. Voilà ce que je voulais évoquer. Alors j'ai une question de Brigitte. Quels sont tes objectifs sur les taux US? Sur les taux 10 ans, je pense qu'on sera probablement un peu au-delà de 3, mais pas forcément beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Les investisseurs américains attendent déjà des taux d'intérêt dans 5 ans qui sont élevés. Quand on regarde le 5 ans dans 5 ans aux États-Unis, on est très au-delà de 4. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de la moyenne observée. Hein. Quand on regarde le 5 ans dans 5 ans, depuis 99, on n'est pas très éloigné de la moyenne sur l'ensemble de la période. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans les cours l'anticipation de taux d'intérêt qui seront bien plus élevés dans 5 ans. La question est de savoir comment la situation va s'ajuster sur les taux plus courts, 2, 3, 4 ans au cours des prochains mois. Et c'est là-dessus que la Fed va devoir être très, très attentive pour éviter que ça pénalise trop l'activité. Mais donc, on va probablement avoir un peu d'ajustement, mais il me semble qu'on est dans une configuration où les extrémités, c'est-à-dire le taux d'effet de fonds et le 10 ans, sont relativement stables et où la structure des taux va se modifier de façon très, très significative. Je ne sais pas si j'ai une page blanche après, mais on va le dessiner ici. Hein, si on veut faire un petit croquis, j'ai pris un joli truc, on va essayer de prendre quelque chose un petit peu plus fin. Hop. Voilà, on va prendre ça. Si on avait une courbe, alors ça ne me permet pas d'avoir. Alors, hop. Faut que je trouve la taille du. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave, là, on va faire un peu gras. On a pour l'instant une courbe qui a plutôt tendance à être comme ça. Alors, si on veut être caricatural. Et il me semble qu'on va tendre vers une courbe qui aura plutôt cette forme-là. Voilà. Vous voyez, et l'ajustement va s'opérer ici. Et toute la problématique de la BCE
va être d'éviter que cette remontée des taux ici ne se transmette à la zone euro. Parce que nous, on n'a pas les moyens. Autant aux États-Unis, on peut imaginer que dans 2-3 ans, la situation soit meilleure et justifie des taux d'intérêt plus élevés. En Europe, on n'est pas encore dans cette situation, même si on voit des signaux un peu plus favorables. Il y a des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, même comme la France, pour lesquels la croissance est extrêmement faible, et on ne voit pas très bien à quel moment elle pourrait regagner une croissance tendue et forte. Donc voilà, c'est cette problématique-là à laquelle on est confronté aujourd'hui, et sur le plan des taux. Donc voilà, si on peut avoir... Alors les outils pour éviter cette contagion, ça peut être trouver un moyen de faire baisser l'euro. Je pense que c'est la vraie problématique, elle est là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au sein de la zone euro, chacun se tire la bourre pour essayer d'être le plus compétitif possible, ce qui a un caractère très destructif, parce que quand on était du temps avant l'euro, les ajustements se faisaient pendant un week-end. Et donc, on partait le vendredi soir avec une parité, on revenait le lundi matin avec une autre, et on s'ajustait très vite. Aujourd'hui, on fait des ajustements sur les salaires, sur les coûts de production, c'est très long, très lent, et donc cette concurrence supplémentaire au sein des pays de la zone euro va être forte et durable si on rentre dans cette logique-là. Alors il me semble qu'on a mieux à faire. Mieux à faire, ce serait de faire de telle sorte que l'euro soit un peu plus faible pour que tous les pays de la zone euro puissent répondre et puissent trouver une amélioration à leur environnement par ce biais-là, et que la zone euro devienne plus compétitive par rapport au reste du monde, et non pas l'Espagne par rapport à la France ou par rapport à l'Italie ou par rapport à l'Allemagne, parce que globalement l'objectif c'est de faire quelque chose de cohérent pour l'ensemble de l'économie de la zone euro. Et donc l'objectif ça doit être de passer par peut-être des options très très claires sur les LTRO, pour dire voilà, on apporte des liquidités dans la durée. Ça peut être, il y a peut-être d'autres mesures auxquelles pense la BCE, ça peut être des achats d'actifs. Voilà, il faut trouver le moyen pour que la Banque Centrale Européenne gagne un peu en autonomie par rapport à la Fed, et pour éviter que ce qui se passe aux États-Unis ne se transmette trop vite à l'Europe, parce que la configuration cyclique aujourd'hui est très différente entre les États-Unis et l'Europe. Voilà ce qu'on pouvait évoquer aujourd'hui. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour une nouvelle conférence call. Au revoir à tous.